Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. On se dit tout pour poser le max, pour découvrir des parcours, des destins, des histoires, et pour découvrir aussi les personnages qui se cachent derrière un titre de président, de PDG. Et j'accueille le PDG de SAP, Gérald Kersanti. Bonjour Gérald. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Avant de parler de vos activités de PDG, de celui qui pilote aux destinées d'une très grande entreprise, vous aviez rêvé de faire ce métier ou comme tout jeune, vous vous êtes dit, tiens, je vais partir faire le tour du monde, je vais me lancer dans une carrière d'artisan boulanger. Comment vous étiez quand vous étiez jeune? Alors, c'est marrant parce que, en fait, quand j'étais vraiment très très jeune, quand j'étais un enfant, j'étais passionné par les valises. Dans la famille, si vous posiez la question, tout le monde va vous dire ça et tout le monde va rigoler de ça. C'est-à-dire que quand j'arrivais chez quelqu'un, il fallait qu'il me descende du grenier les valises et il fallait que j'ai des valises autour de moi. Voilà, donc il y avait le voyage. De voyage, voilà. Donc il y avait forcément quelque chose, mais en fait, en réalité, je rêvais pas trop de plus grand. Je rêvais pas trop de voyager. Non, ce que je rêvais, c'est d'être que j'ai fait finalement d'une certaine façon, mais je rêvais d'être prof. Voilà, je voulais être prof. Et vous l'êtes. Et prof à HEC. je le suis devenu puisque j'étais prof à HEC. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu enseigner. Pendant longtemps, j'ai voulu enseigner l'histoire, parce que je suis un passionné d'histoire. J'ai enseigné l'histoire. C'est vrai? Oui. C'est un beau métier. Et puis après, j'ai voulu enseigner l'économie. Mais de toute façon, j'ai voulu enseigner. Voilà. Et puis finalement, j'enseigne le leadership à HEC et à l'ESCP. Auteur de livres, parce qu'il y a l'enseignement qui, je pense, vous nourrit, Oui. et puis aussi l'écriture des livres. Oui. C'est assez intéressant parce qu'il y a peu de PDG, quand on regarde vraiment Il y a beaucoup de profs de management qui écrivent des livres, évidemment, pour raconter, mais très peu de PDG qui écrivent des livres. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Ce moment un peu de solitude où vous vous retrouvez devant votre ordinateur avec un peu de musique et un thé ou un café. C'est exactement ça. D'abord, ça me vient de mon père, parce que mon père écrivait, et je pense que j'ai toujours eu besoin de concilier, alors peut-être parce que c'était mon profil, hein, concilier l'action quand on est opérationnel et quand on dirige, et puis la réflexion et la pensée quand on est face à son ordinateur, comme on vient de le dire, devant le matin de bonne heure avec un café, etc. Pour moi, c'est un moment très privilégié. Et puis j'aime chercher, j'aime me documenter. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai même fait des recherches officielles à Sciences Po notamment. Et donc j'ai toujours eu ce goût-là. Et ça m'a toujours aidé dans mes activités de dirigeant, en réalité. Parce que quand on lit, quand on écrit, on doit lire, on doit se documenter, on doit faire plein de recherches. Et finalement, on apprend plein de choses. Je vais faire un lien avec la question et le livre que vous sortez sur justement, vous avez sorti un best-seller précédemment dans ce lien entre Freud et je dirais les graduations de caractère de manager. Puis là, ce livre, c'est sur les équipes, une équipe. Et vous êtes PDG. Et donc, vous avez constitué votre équipe. On dit souvent que les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Est-ce que vous avez une super équipe alors que vous donnez des conseils dans votre livre sur attention, faites attention à votre équipe? Elle est bien, votre équipe? Oui, attention, dites pas de bêtises parce qu'ils vont vous regarder. Ils vont la voir. Non, mais ils savent ce que je pense. Et je pense que c'est une très très belle équipe dans une très belle entreprise. Mais rien n'est parfait, hein, parce qu'en fait, d'abord, quand on dit constituer une équipe, ça veut dire déjà recruter. C'est la première étape. Il faut recruter. Enfin, d'abord sélectionner. Il faut sélectionner et après il faut recruter. C'est très compliqué le recrutement. C'est probablement la chose la plus compliquée qui existe. Oui. On a peur de se tromper et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que le recruteur a peur de se tromper en ne choisissant pas la bonne personne au niveau du profil et au niveau de sa capacité à s'intégrer dans l'équipe. Parce qu'il n'y a pas que... on peut avoir un très bon CV. On peut prendre l'image, par exemple, d'une équipe de football ou de rugby. Vous pouvez embaucher les meilleurs joueurs du monde. Mais s'ils ne s'entendent pas, il n'y aura pas de performance. Mais ce que vous dites là, métaphoriquement, ressemble un peu à l'histoire d'amour. Hein. C'est pareil. Mutuellement, on a peur de se tromper mutuellement. Quoi. On se dit, c'est le bon choix, c'est pas le bon choix. Oui. Je m'engage pour longtemps, j'y vais longtemps. C'est ça, parce qu'en fait, c'est pour la vie. Il faut noter. Alors, c'est vrai que dans l'entreprise, les choses ont un peu évolué, qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne se sent plus forcément engagé pour toute une vie. Oui, de moins en moins. Mais néanmoins, on sait que quand on rentre dans une entreprise, c'est quand même pas pour en ressortir le lendemain. C'est un peu pareil dans la vie personnelle. Quand on s'engage avec quelqu'un, on sait que c'est quand même parti pour un moment. Donc oui, ça accentue. Mais comme en amour,
eh bien, dans les affaires et dans l'entreprise, on sent les choses aussi. Donc il y a l'intelligence logico-mathématique qui nous aide à faire des choix, parce que ça, c'est le rationnel. On sait, on regarde le CV, la personne, ses attitudes, son comportement, la façon dont elle communique, etc. Et puis après, il y a les intelligences autres, dont l'intelligence émotionnelle, et qui nous permet de ressentir les choses. Et on sait, quand on est en contact avec une personne, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, on sait si on a affaire à quelqu'un avec qui ça va pouvoir le faire. Mais vous qui avez fait une carrière entière dans de très grosses entreprises de l'informatique, aujourd'hui PDG de SAP, est-ce que vous dites aujourd'hui, de toute façon, grâce à l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin d'hommes pour recruter, parce que grâce à l'IA et aux data, on sera en capacité de faire du recrutement en IA. Vous n'y croyez pas à travers le discours que vous portez? Non, j'y crois pas. Je pense que l'IA, l'intelligence artificielle, parce que derrière il y a du machine learning, donc ça permet en fait de comparer finalement des comportements ou des éléments à des bases de données gigantesques qui nous permet de tracer finalement, de définir, on va dire, des sortes de prototypes. Oui, ça va nous aider. C'est un outil. Mais reste quand même la notion justement d'intelligence émotionnelle, de sentiment, de contact, de réaction. C'est ce qu'on crée quand on est avec une personne. Et ça, peut-être que ça arrivera un jour, mais je pense que ça mettra en tout cas longtemps. En tout cas, le sentiment qu'on a quand on vous rencontre comme ça dans cet échange où on se dit tout, c'est que vous êtes épanoui et heureux de faire ce que vous faites. J'adore. J'ai la chance, vraiment, c'est un privilège de diriger. J'ai eu la chance de diriger plusieurs entreprises que j'ai beaucoup aimées. J'adore mon métier, j'adore écrire, j'adore enseigner. Voilà, je suis verni, comme on peut dire. Et bien justement, Vernis, on va passer à la question de l'ESCA. Une question que vous avez sélectionnée, d'ailleurs qui fera écho au sujet qu'on vient d'évoquer ensemble, Gérald Kersanti. La question de l'ESCA, qui est une entreprise qui forme au management, entreprise créateur d'avenir. C'est tout de suite. La question de l'ESCA, créateur d'avenir, école qui forme des managers. Vous avez choisi, Gérald de Kersanti, cette question. Comment conjuguer la performance et la bienveillance managériale? On en revient à l'humain et au choix des humains. Et comment accompagner les managers vers plus de bienveillance? Le choix de cette question, elle n'est pas anodine parce qu'on voit des managers aujourd'hui qui sont un peu chahutés, challengés par des collaborateurs qui disent on ne peut plus avoir un management comme ça qui descend d'en haut et parfois un peu brutal. On ne peut plus avoir de management hiérarchique, top-down, comme on dit. Et souvent, en fait, cette question m'a intéressé parce qu'on oppose généralement la bienveillance avec la performance. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que quelqu'un de bienveillant sera quelqu'un, par nature, qui ne sera pas performant. Parce que quelque part, pour être performant, il faut être plus dur, il faut être guerrier, il faut rentrer dedans, etc. Pour ne pas dire méchant. Et oui, alors ça peut aller jusqu'à là quand on a un style de leadership qui est plus coercitif, par exemple. Et moi, je pense tout à fait l'inverse. J'ai toujours pensé l'inverse. Je pense que, alors déjà, il ne faut pas confondre la bienveillance avec la gentillesse. Ce ne sont pas les deux sont admirables, mais c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La gentillesse, c'est le fait que quelqu'un a toujours envie de faire plaisir. D'ailleurs, quand c'est trop, ça peut être au détriment on appelle ça la sociotropie d'ailleurs, quand c'est trop. Vous dites qu'il faut savoir dire quand ça ne va pas. Voilà, et le bienveillant, lui par contre, il ne regarde pas le service qu'il va rendre à une personne donnée. Le bienveillant, surtout quand il est dirigeant, il regarde la structure dans sa globalité. Donc ce qu'il veut, c'est que les choses soient équilibrées et justes. Le mot le plus important, c'est la justice. Et donc, il sait dire non. Il sait sortir quelqu'un d'un job quand il n'a pas le bon niveau, parce qu'il veut protéger l'organisation, et puis il veut rendre service à cette personne, parce que si elle n'est pas bien pour ce job, elle sera bien pour un autre job. Mais attention, c'est pas si simple à dire quand même. C'est pas si simple à. Non, c'est compliqué à faire. De doigté là quand même. Non, c'est compliqué à faire, mais le bienveillant, le dirigeant bienveillant, c'est quelqu'un qui veut un équilibre, qui veut une osmose, qui veut quelque chose qui fonctionne et qui donc amène de la performance. On peut sortir quelqu'un d'un job sans la brutaliser. Au contraire, en l'accompagnant, en expliquant, ça m'est arrivé, et les résultats sont toujours bénéfiques, à la fois pour la personne et pour l'entreprise. Ouais, en justifiant son choix et en l'accompagnant aussi dans le... Pourquoi en fait la bienveillance amène la performance? Tout simplement parce que quand vous créez un environnement, un cocon, peut-être pas, le mot est peut-être un peu exagéré, mais un environnement de bienveillance, c'est-à-dire de bien-être,
ben, les personnes se réalisent totalement. C'est qu'elles sont bien, elles ne se posent pas de questions sur oui, mais qu'est-ce qu'ils pensent. On est dans un environnement de bienveillance. Il y a une forme de liberté et Voilà. on est plus performant, plus Et les libre. gens, exactement, absolument plus libres, et les gens peuvent se réaliser davantage, donner le meilleur d'eux-mêmes, et du coup, ça se transforme en performance. La question Yes and You, choisie par Gérald Kersanti, le PDG des SAP, Yes and You, qui est une école de langue pour se former autrement. La question, on la découvre tout de suite. Gérald Kersanti, la formation tout au long de la vie, source d'épanouissement tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Quel rôle doit jouer l'entreprise, votre entreprise, dans ce processus ? Alors déjà, pourquoi je pense que la formation c'est clé ? Parce que je pense que toute notre vie, durant, depuis notre plus jeune âge jusqu'à la fin de notre vie, on doit se dire que le monde est complexe, il devient de plus en plus complexe, il faut donc avoir une sorte d'humilité. L'humilité de se rendre compte que quand on ne peut pas tout savoir seul, on ne peut pas tout diriger seul, on ne peut pas prendre les décisions seul, ce n'est pas possible. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et plus on s'entoure d'une équipe, on y revient. Votre livre. Voilà, on y revient. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire L'art de bâtir une équipe, parce qu'il faut une équipe diversifiée, et plus l'équipe est diversifiée, plus elle est... Donc formée, donc bien formée. Exactement. Et donc la formation est essentielle tout au long de sa vie. On apprend tout le temps. On apprend dans sa famille, on apprend à l'école, dans les petites classes, puis au lycée, puis au collège, au lycée, dans les études supérieures, puis avec les amis, puis et puis on arrive dans l'entreprise. Et l'entreprise, eh bien, elle doit jouer un rôle crucial, parce que je pense que, en fait, ce que l'entreprise doit comprendre très vite, c'est que c'est son intérêt d'investir dans la formation de ses équipes. Parce que justement, ça force les personnes à se remettre en cause en permanence, et la remise en cause est essentielle. Ça les force à aller vers des sujets qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils se mettent en danger quelque part, parce que de temps en temps, ils vont piocher dans des... Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le métaverse. Tout le monde en parle, mais très peu de gens ont vraiment regardé de quoi on parle. Voilà, moi-même, je le fais pour moi, puisque je me forme tout le temps. Vous mettez le casque. Voilà, et surtout, j'essaie de découvrir à quoi ça va servir. Vous avez un avatar, Gérald Kersanti ? Alors, quelqu'un m'en a construit un, oui, effectivement. Vous avez votre avatar. Oui. Donc, dans l'espace métaverse. Je ne sais pas où vous le trouvez, parce que pour être franc, je ne dirais pas jusqu'à dire que je maîtrise ce sujet. Ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on voit bien que ça va changer la société demain. Ça va arriver, c'est une certitude. Et les technologies poussent toujours un peu plus loin. À nous de les maîtriser et d'en tirer le meilleur parti sans en avoir les mauvaises conséquences. Sans le subir. Sans le subir, exactement. Mais ce n'est pas la technologie qui prend le pas sur le reste. C'est exactement ça. L'humain est au centre. Gérald Kersanti, c'est la dernière séquence de notre émission. Elle est importante, c'est la question de l'hémicycle. Une question que vous pourrez poser librement aux décideurs politiques qui sont députés, bien sûr, mais aussi aux ministres. C'est juste après ce petit jingle. Kersanti, vous avez une petite minute pour interpeller les députés, peut-être sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous évoquiez le métavers, je ne sais pas ce que vous avez choisi de nous dire, je vais le découvrir avec vous, mais vous avez la parole ici. Moi, je redirais ce que j'ai dit aux politiques. J'avais rencontré en son temps des présidents, des ministres, pour leur dire que je trouvais que il est compliqué pour des hommes politiques, qu'ils soient députés, maires, qu'ils soient engagés en local ou au niveau national, d'agir sans comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde digital. Alors évidemment, moi venant de ce monde, j'y suis sensible, mais c'est important, parce que le digital aujourd'hui, on le voit bien, transforme tout. Grâce au digital, on voyage plus vite, plus loin, et avec des possibilités infinies, on vit mieux, plus longtemps, en meilleure santé. On peut communiquer, on peut se former à distance, on peut marier les technologies qui nous permettent d'avoir des combinaisons différentes. La technologie rentre partout, toutes les plateformes évidemment. On voit bien le monde des startups qui s'est développé sur la base de technologies. Donc on est dans un monde où la technologie peut apporter beaucoup. Encore faut-il les comprendre pour prendre les bonnes décisions, pour les intégrer au bon moment. Et donc moi, j'encouragerais les hommes politiques à se former. Je renouvelle le fait que des grandes sociétés comme la mienne, SAP ou d'autres, peuvent s'associer pour fabriquer finalement des programmes à destination des politiques.
Que les politiques se forment. Il y avait le groupe d'études numériques d'ailleurs qui avait installé des ordinateurs, je me souviens, il y a quelques années à l'Assemblée pour accompagner les députés à mieux voilà, s'acclimater. Depuis, je pense qu'ils ont fait d'énormes progrès, ces députés. Indiscutablement. Voilà, Indiscutablement. les choses ont avancé. Merci Gérald Kersanti, PDG de SAP. Merci d'être venu en toute franchise et en toute décontraction de parler de vous et de votre entreprise. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro de 11 dit tout. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.